La création des centres de soins est en passe de devenir la solution allemande pour améliorer la prise en charge des patients. Deux villes en sont le symbole, Hambourg et Berlin. C'est une femme énergique qui a ouvert l'an dernier un premier centre de santé sur la Rotenbaum-Chaussee à Hambourg. Was ich machen möchte, ist sozusagen die Versorgung dieser Patienten zu verbessern, was nicht schwierig ist, weil eine Versorgung kaum stattfindet. Und damit müssen sie aber mehrere Abteilungen mit hineinnehmen, damit sie das refinanzieren können. 4000 patients en une année et bientôt 4 médecins spécialistes. Premier avantage du centre par rapport à l'hôpital, sa souplesse. Die öffnen sich natürlich mehr, erzählen uns vielleicht auch mehr als anderen Menschen. Insofern, und es ist natürlich, die kommen her für 2 bis 3 Stunden und können dann zur Arbeit gehen oder können sich um ihre Kinder kümmern. Wenn man im Krankenhaus ist, dann ist man eine Woche ganz weg. Man kann nicht arbeiten, die Kinder müssen untergebracht werden. Insofern ist dies natürlich viel besser vereinbar mit dem Leben. Et les patients y trouvent leur compte. Ja, ich bin mit der Ärztin und halt mit den Krankenschwestern eigentlich zufrieden. Die tun auch immer alles und sind hilfsbereit und ich fühle mich einfach wohl. Das hilft mir auch und ich versuche auch denen halt zu helfen, weil die mir auch helfen. Des propos que le docteur Stefanie Howald, qui ouvre l'an prochain un autre centre à Munich, résume en une formule. Das, was wir machen, ist ein kleines, entzückendes, ambulantes Krankenhaus. À 300 km de là, UBK, l'hôpital d'urgence de Marzahn à Berlin, a créé de toutes pièces un centre de santé en face de son bâtiment principal. L'hôpital, qui compte 550 lits et 90 000 patients par an, renvoie au centre de soins une personne sur 3 qui sonne à sa porte. Des patients qui n'ont pas besoin de subir des actes chirurgicaux. Effet immédiat, le désengagement de l'hôpital et l'amélioration des liens entre les soignants. Dadurch können wir uns hier mehr auf die schwerer Verletzten konzentrieren und dort werden die leichter erkrankten Patienten versorgt. Und zum anderen ist es für uns organisatorisch ganz wichtig, dass wir, wenn wir Patienten hier versorgt haben, dass wir sie entlassen können zu einem Kollegen, zu dem wir guten Kontakt haben, wo wir auch eine Rückmeldung kriegen, wie der weitere Genesungsprozess verläuft. Die Zukunft in Deutschland wird, denke ich, daran liegen, dass man den niedergelassenen Bereich und den stationären Bereich deutlich enger verzahnt und eine Kommunikation in beiden Richtungen établir. Un avis partagé. Les médecins de l'hôpital appellent de leur vœu à la généralisation des centres en Allemagne. Wir haben Probleme mit dem Nachwuchs. Wir haben nicht mehr genug Ärzte, die aufs Land gehen wollen und dort die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten. Insofern ist es unbedingt notwendig, dass in Krankenhäusern auch ambulante Medizin gemacht werden kann. À 100 mètres de l'hôpital, le centre de santé UKB fournit des soins ambulatoires complets. Médecins résidents, mais aussi polycliniques et centres de thérapie. 60 000 patients par an évitent ainsi de passer par l'hôpital. Hallo, guten Tag. Ich finde es praktisch, viele Fachrichtungen unter einem Dach zu haben. Sicher, aber ich finde es gut. Somit können sich auch die Ärzte untereinander kurzschließen. Autre intérêt pour eux, les patients qui viennent spontanément sont vus rapidement par un soignant. Das ist erstmal von großem Vorteil, da die Versorgungswege sehr kurz sind, die Abstimmungen der Ärzte untereinander sehr effizient sind, die Einrichtungen, die so eng zusammenarbeiten, dass die Ärzte in einem Unternehmen angestellt sind, bieten natürlich vor allen Dingen den Vorteil einer gemeinsamen Patientenakte. Das heißt, alle Ärzte sind gleichzeitig auf dem gleichen Wissensstand, wenn der Patient einen anderen Arzt aufsucht. Une histoire commune qui décrit aujourd'hui le monde du soin allemand de demain. Voilà ce reportage en Allemagne, transition toute trouvée effectivement avec ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la coordination des soins et une nouvelle façon aussi de désengorger en quelque sorte les hôpitaux avec ces centres de soins installés en face des hôpitaux. Hein. Donc là, ce n'est pas forcément qu'une question de géographie. Avant de débattre dans cette table ronde, Brice Teinturier, quelle pratique médicale demain pour faire mieux avec autant, si je puis dire, les Français, qu'en disent-ils ?
Il y a déjà un certain nombre de points que je vais vous présenter qui ont été évoqués précédemment, Oui. parce que les choses sont liées. Mais ce qui est intéressant, je voudrais m'attarder juste une seconde sur le résultat que vous voyez maintenant ici, c'est que très massivement, les Français considèrent qu'on peut faire mieux avec autant. Il n'y en a que 18% qui se résignent, entre guillemets, ou qui pensent qu'il faudra couper véritablement dans les dépenses. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose qu'ils souhaitent, évidemment, mais ce n'est pas que cela. Véritablement, je pense qu'il y a une question des déficits qui est intériorisée. Les déficits publics, c'est une donnée aujourd'hui qui est intériorisée par la population. 2, ces mêmes patients sont aussi, dans l'immense majorité des cas, des salariés d'entreprise à qui on demande de faire plus ou mieux avec autant. Et ils y parviennent dans l'immense majorité des cas. Ça booste ce type de réponse. Et puis 3, ils constatent, et on l'a déjà vu dans certains résultats que je vous ai présentés, ils constatent l'inefficience, le gâchis, le manque de coordination. Donc ils se disent qu'il y a des marges d'optimisation, des marges d'amélioration qui vont permettre de sauver ce système en l'améliorant et non pas en renonçant. Et c'est très important parce que par rapport à ce qui a été dit et ce qui va être dit, je pense, l'idée qu'on peut proposer des solutions, qu'on peut faire des choses positivement est le levier essentiel de la réforme. Si on est uniquement sur un discours de catastrophisme où l'on dit aux Français qu'il va falloir bouger parce que rien ne va plus, eh bien à ce moment-là, ils se bloquent et ils se ferment. Si au contraire, on leur propose, comme c'est le cas avec les regroupements, des pistes, des solutions, pour le coup, ils peuvent les suivre et l'ensemble des perceptions et des comportements peut évoluer. Alors typiquement, vous le voyez ici, je vais passer rapidement, mais ils constatent dans des proportions qui ne sont pas négligeables, à 40%, qu'il n'y a pas assez de communication entre la ville et l'hôpital, on l'a déjà évoqué, mais aussi parfois au sein même des établissements de santé. Typiquement pour eux, l'amélioration du système, l'efficience, passe par une meilleure communication ou une meilleure coordination. Pour ces raisons également, vous avez, ce n'est pas négligeable non plus, 4 Français sur 10 environ qui considèrent qu'ils ne disposent pas des connaissances ou des relations suffisantes, soit pour trouver les meilleurs hôpitaux ou les meilleures cliniques. Donc on a cette thématique de l'accès aux soins et de la connaissance qui, je le rappelle, est au cœur de la promesse du système de santé français, donc qui est vraiment essentiel. Et puis également une même proportion qui nous disent qu'ils n'arriveraient pas à trouver les meilleurs spécialistes. Donc améliorer la qualité, améliorer le guidage, améliorer l'efficience, c'est extrêmement important. Et quand on passe le constat et qu'on les fait réagir, et c'est l'intérêt, je crois, de cette enquête qui a été aussi de les faire réagir sur beaucoup de choses, on se rend compte d'abord qu'ils sont massivement favorables à toutes les pistes de réforme qu'on leur proposait pour fluidifier le parcours de soins. Alors ce sont des pistes consensuelles, certes, ça ne demande pas là forcément des clivages importants, mais l'intensité est extrêmement forte. Vous voyez dans ces résultats, je ne les décris pas tous, l'intensité est très importante et elle montre bien que les Français aujourd'hui sont prêts à faire évoluer un certain nombre de choses précisément pour sauver ce système. Ils ont compris l'ambulatoire, le sens effectivement de l'ambulatoire. Ils ont compris l'ambulatoire et c'était rappelé précédemment, c'est quelque chose qui correspond aussi aux souhaits des Français. Ça peut poser des problèmes, mais l'ambulatoire, ils l'ont compris. La mise en place des grands cabinets médicaux regroupant des médecins généralistes, des spécialistes, etc., qu'on évoquait à l'instant, ils l'ont compris, ils y sont tout favorables. Et je crois que c'est justement en mettant en avant ces expériences, ces solutions, j'insiste sur l'idée de solution, qu'on arrive à faire évoluer les comportements. Et il y a beaucoup de choses déjà qu'ils ont comprises ou auxquelles ils sont favorables. Autre aspect, et là pour le coup, ce n'était pas forcément aussi attendu, mais ça me permet de rebondir sur une des questions qui avait été posée à propos des pharmaciens. Ils sont favorables, ce n'était pas acquis d'avance. Moi, en tous les cas, avant l'enquête, je n'aurais pas mis ma tête à couper là-dessus. Ils sont favorables à une délégation des tâches des médecins aux infirmières, aux pharmaciens, aux opticiens, dans le cadre d'actes médicaux simples. Vous le voyez, délégués aux infirmières, certains actes médicaux simples réalisés, 77% y sont favorables. Délégués aux opticiens, certains actes médicaux simples réalisés, 63%. Et aux pharmaciens, 55%. Il y a un petit peu plus de réticence, mais c'est majoritaire. Cela nous montre quand même une opinion publique qui est capable de bouger, qui est plus consciente des enjeux, qui justement se rend compte que pour préserver l'accès aux soins, il faut désengorger un certain nombre de points clés, et qui du coup accepte de faire évoluer le système et de faire évoluer également les compétences. Ils sont prêts massivement à partager leur dossier médical. Donc là, l'idée aussi qu'il y ait un non-recours systématique à la consultation, qu'il faut partager les informations, qu'il faut déléguer les tâches médicales est massivement approuvé. Et en réalité, il n'y a qu'un point sur lequel les Français
bloque, mais qui explique, c'est l'autre face de la médaille, qui explique ce que je viens de vous présenter, c'est tout ce qui relèverait d'efforts financiers. C'est-à-dire tout ce qu'ils sont prêts à faire, c'est aussi dans l'idée qu'on peut retrouver cet accès aux soins, retrouver des chemins vertueux, sans pour autant demander plus d'efforts financiers aux patients, parce que ça, quels que soient les domaines aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat, elle reste centrale. Et si on allait sur ce terrain-là, on aurait des blocages, alors qu'on peut au contraire trouver des pistes d'amélioration dans une reconfiguration au moins partielle du système de soins, de son accès et des délégations de tâches. Et là, pour le coup, je crois que vous avez une opinion publique qui montre, et que c'est réel, qu'elle est capable, à ces conditions, de bouger, si on lui propose des solutions et si on ne lui demande pas simplement de mettre la main au porte-monnaie. Oui, merci Brice Teinturier. Effectivement, tout à l'heure, on évoquait de la pédagogie. On a l'impression que tout cela a déjà un petit peu avancé, que les Français commencent à comprendre, parce qu'ils le vivent en fait au quotidien. La santé, on le vit au quotidien, on voit où il y a des médecins, l'accueil en fait à l'hôpital, et cette communication entre l'hôpital et les médecins. Jean-Louis Touraine, peut-être, c'est l'un des points clés quand on sort de l'hôpital, par exemple, ou quand on va à l'hôpital, c'est cette coordination. Oui, il est vrai qu'au XXIe siècle, on a de la peine à comprendre qu'il faille attendre une ou plusieurs semaines pour que les informations développées à l'hôpital quand elles parviennent. arrivent. Voilà. Et donc, il est clair, il est évident que tout ça devrait être fait en temps réel. Il est évident que le DMP est attendu avec impatience. Ça a été un peu le monstre de Loch Ness. On espère maintenant qu'avec l'assurance maladie et M. Nicolas Revel, les choses vont avancer vite et bien. C'est-à-dire vite ? C'est-à-dire qu'il faut que dans les toutes prochaines années, ça sera progressif. Ça fait déjà quelques années que l'on en parle. Ça fait quelques décennies presque. Ouais. Et donc, il est absolument indispensable qu'en temps réel, les informations soient enregistrées sur ce dossier et partagées par tous les professionnels de santé. Donc là, je crois que c'est un point clé. Moi, je dirais qu'il y a 2 points clés si on veut évoluer. Premièrement, c'est ce partage d'informations par tous les professionnels de santé dans la mesure où ça n'a pas un degré de confidentialité extrême. Et là, ça sera le malade lui-même qui voudra le réserver à certains de ses médecins. Et puis le deuxième point, c'est la tarification. On l'a entendu tout à l'heure. Notre tarification n'est plus adaptée. On a actuellement, dans les hôpitaux, mais même aussi beaucoup en pratique libérale, une majorité de malades chroniques. Ne serait-ce déjà que les personnes âgées qui ont souvent plusieurs pathologies, ou des gens qui sont en affection de longue durée. Or, notre système était basé sur des actes isolés pour des maladies aiguës. Et donc, tant qu'on paye à l'acte et que c'est la tarification à l'activité qui représente l'immense majorité de la tarification, aussi bien en milieu hospitalier qu'en pratique libérale, il est clair qu'on n'est pas adapté au système. Donc je crois qu'il y a une réserve là d'organisation qui est le défi probablement du prochain quinquennat pour corriger ces deux déficits. Donc effectivement, le défi est majeur. DMP, modification de la tarification. Pour l'hôpital, un rapport vient d'être établi par, c'est le rapport Véran, pour modifier la T2A, la corriger dans tous ses aspects insuffisants. Bon, je pense que là, ce sont des points qui sont prioritaires, importants. Maintenant, je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est qu'on dit toujours le terme patient, mais ça a été dit dans la table ronde précédente, le patient d'aujourd'hui est légitimement très impatient. Il n'accepte plus d'attendre des semaines ou des mois pour avoir des rendez-vous, pour pouvoir être pris en charge. Et il est tout à fait important qu'on ait cette dimension présente à l'esprit, qu'il y ait, grâce aux objets connectés, grâce à la possibilité de consulter des lieux d'excellence même éloignés, qu'il y ait une plus grande rapidité, une plus grande réactivité. Pour autant, toute cette connexion, cette médecine, cette e-médecine, toutes ces choses ne doivent pas oublier le côté humain de cette pratique-là. Donc il faut se garder que notre évolution technologique ne déshumanise. Dans les hôpitaux, vous avez cette crainte ? Dans les hôpitaux, comme dans la pratique libérale. Ouais. Et un des moyens, c'est bien sûr tout ce qui a été dit sur les maisons de santé pluridisciplinaires, les regroupements, une meilleure répartition sur le territoire, la lutte contre différentes inégalités, mais c'est aussi les pratiques avancées chez les autres professionnels de santé que sont les infirmières, les sages-femmes, etc. Je vous donne juste un exemple pour illustrer. On sait que la France est le pays européen qui a le record de nombre de femmes enceintes qui fument, avec des conséquences graves sur l'enfant à naître.
J'ai fait une enquête auprès de l'ensemble des obstétriciens de France et ils me disent qu'ils sont tous conscients et qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais dans le temps imparti pour leur consultation, ils n'ont pas la possibilité de faire le coaching nécessaire pour aider une femme enceinte à développer un sevrage tabagique complet. Ouais. Ceci doit être dévolu davantage aux sages-femmes qui, à ce moment-là, déploieront des heures et des heures pour accompagner une femme enceinte qui veut s'arrêter de fumer. Oui. Et ceci est vrai pour les pratiques des infirmières. Les Anglais ont montré que les infirmières qui font les coloscopies ont moins de complications que les médecins. Non pas qu'elles soient meilleures, non pas qu'elles soient plus douces, plus attentionnées, non, simplement parce qu'elles ont été formées à cela, presque uniquement à cela, enfin très spécialisées, et surtout, elles ne font que cela. Elles ont beaucoup plus de temps à y consacrer. Un médecin, quand il fait une coloscopie, il faut qu'il réponde au téléphone, il faut qu'il pense à l'opération qu'il aura à faire après. Bon, c'est beaucoup plus parfois difficile à développer dans un agenda de médecin que dans l'agenda d'une infirmière. Et donc je crois que les pratiques avancées, la possibilité de combler ce gap qui a été évoqué tout à l'heure entre les gens qui sont Bac plus 10 et ceux qui sont Bac plus 3, pour qu'il y ait tous les intermédiaires, avec une délégation. Alors pourquoi on ne le fait pas en France alors que les pays anglo-saxons l'ont fait? Ça remonte à ça commence à venir, c'est ce qu'on a vu. C'est le spectre des officiers de santé. Vous savez, le plus célèbre était M. Bovary, vous en souvenez. Et donc ça a laissé des traces chez les médecins français qui ne veulent surtout pas de cela. Et ils ont raison. Il ne faut pas développer les officiers de santé. Mais c'est autre chose dont on parle ici. Ce sont des pratiques avancées. De nouvelles pratiques médicales. On va le voir aussi dans un instant à l'hôpital, peut-être avec vous et Étienne Mainvielle, mais sur Jean-François Tripodi, sur cette information qui est nécessaire justement entre l'hôpital et la médecine de ville, il faut qu'il y ait un suivi. Vous travaillez, c'est l'une de vos pistes de réflexion, l'accompagnement du patient. Tout à fait, c'est une piste de nos travaux que nous menons et que nous menons depuis de nombreuses années. Les constats ont été donnés, je les reprends très rapidement. Les assurés que nous représentons nous font remonter un temps d'accompagnement trop faible chez le médecin. Ça a été dit, la consultation est nécessaire, l'accompagnement, le conseil est trop court. Une nécessité de bien identifier les établissements et les médecins par rapport à leurs besoins. Là aussi, ça a été dit, l'enquête l'a fait ressortir. Donc nous avons exactement les mêmes constats, donc je ne vais pas m'y attarder. Comment nous avons envisagé de répondre à cela ? Déjà, tout simplement, depuis 2008, traiter le PMSI, en sortir un guide sur Internet, bien sûr, qui permet à nos 6,5 millions de bénéficiaires d'identifier sur des classements objectifs, puisqu'on ne traite que des données du PMSI, les établissements sur leur efficience. Et on emploie d'une façon très claire le mot efficience. Ce n'est pas tout d'être productif, il faut être productif et qualitatif. Donc l'efficience est importante. C'est le seul classement véritablement reconnu, d'ailleurs. Le PMSI, le seul outil qui permet de faire un classement objectif, on va dire. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mener des enquêtes qui sont plus ou moins partielles peut apporter quand même des doutes sur la qualité finale du résultat. Nous tenons aussi à accompagner le patient dans son parcours. Alors nous sommes sur un parcours de santé qui englobe le parcours de soins. On constate là aujourd'hui que des maisons de santé se mettent en place. C'est une réponse au parcours de soins, la maison de santé, puisque c'est une consolidation d'un seul endroit physique, en général physique dans tous les cas. L'accompagnement que nous menons a pour but d'éviter le nomadisme, d'accompagner nos assurés qui sont des patients avant tout vers la bonne orientation d'une façon claire et immédiate. Cela évite les doubles examens, les triples examens, et donc des coûts supplémentaires là-dessus. Parce que ça, vous l'avez constaté, ça existe en fait toujours, quoi. On le voit tout simplement dans fait les double, triple consultation. On le voit dans les remboursements, tout simplement. Ça se voit bien qu'à un moment donné, quand on analyse les remboursements, sans rentrer dans le détail, puisque dans les remboursements, on n'a pas des informations assez détaillées pour tout analyser, mais on voit bien donc l'une des parades, c'est de mieux informer. De mieux informer, pour mieux orienter, pour mieux accompagner, pour qu'effectivement le patient soit lui-même le plus efficient dans la gestion de sa santé. Certains ne le sont pas aujourd'hui. Le côté qualitatif est important, mais il y a surtout aussi le côté information personnalisée. Alors, il y a des frontières à ne pas dépasser. Nous ne vont surtout pas rentrer dans la relation médecin-patient. Là, c'est des choses que nous interdisons.
Mais en revanche, arriver à conseiller, accompagner notre assuré qui est un patient au bon moment et vers le bon endroit, c'est cela qui nous permet a priori d'envisager une bonne amélioration de l'efficience. De l'efficience, effectivement. Étienne Mainviel, alors là, on a évoqué, on a commencé à l'évoquer un peu, donc l'évaluation, la qualité, etc. Vous, en étant à l'hôpital, vous êtes favorable à ça ou pas du tout? Tout à fait, oui. Mais je voudrais revenir sur le sondage et répondre ensuite à votre question, parce que moi, je suis très frappé par le fait que le sondage est très précis et d'une certaine façon donne un diagnostic de départ très intéressant. Et je voudrais revenir sur la fin du sondage parce que ça a été exprimé par les différents intervenants. On est au fond à l'heure actuelle dans une question où il y a une dégradation lente sur la coordination, le sang et l'accès aux soins. Et en même temps, il y a une question qui a peut-être été un peu moins évoquée jusqu'à maintenant, c'est quand même la soutenabilité financière du système qui peut inquiéter aussi. Et c'est cette équation qu'il faut trouver, et votre sondage, quelque part, présente l'idée générale que le gain financier dans les prochaines années doit être trouvé dans le système lui-même et dans une lutte contre les gaspillages. Et non plus tellement sur des pratiques que nous avons eu l'habitude tous de développer ces dernières années, c'est-à-dire de réduire les paiements et de réduire les dépenses, l'ONDAM, les enveloppes, la tarification, les rémunérations des médecins. Et ça, je crois que c'est un élément clé dans si vous voulez, dans le débat à l'heure actuelle, c'est d'essayer de comprendre comment on essaie de réformer donc l'organisation du système de soins. Je voudrais juste rapporter un chiffre d'une étude nord-américaine qui est récente, qui montre que les gaspillages dans le système de santé nord-américain sont de l'ordre de 30%. 30% dont la moitié correspondent à des manques de coordination, des défauts d'orientation des patients, des hospitalisations injustifiées. Alors, ce sont des chiffres qui sont très intéressants parce que la moitié de 30%, donc 15% de dépenses qui pourraient être gagnées. Probablement, toutes ces dépenses de gaspillage ne peuvent pas être évitables. Il y a des moments où, sans doute, on ne peut pas empêcher une réadmission hospitalière. Mais si on est sur un effort de 5 à 10%, pour vous donner un ordre d'idée, les maladies chroniques en France, c'est environ 81 milliards d'euros. 5 à 10%, c'est 4 à 8 milliards qu'on peut aller chercher par ces formes de gaspillage. Et je dirais aussi sans tension sociale, parce qu'on voit bien dans tous ces débats, au fond, sur la rémunération des médecins, des infirmières, à chaque fois, on se retrouve dans les mêmes situations avec beaucoup de tension sociale. Donc il y a un gisement très important à ce niveau-là, qui est un gisement d'ailleurs... Pardon, est-ce qu'on a une idée effectivement du gaspillage en France, puisqu'on parle de ce chiffre de 30% aux États-Unis? Oui, alors c'est intéressant c'est de là où connaître il y a un peu en la France. limite. C'est évidemment le système nord-américain est considéré comme très fragmenté, mais on peut approximativement considérer qu'on a les mêmes ordres de grandeur. Tous les pays industrialisés ont le même problème. C'est des systèmes qui sont fragmentés, avec des réponses plus ou moins avancées. Vous avez présenté les pays nordiques qui, en règle générale, sont beaucoup plus avancés dans ces formes d'intégration de soins. La question, c'est d'avoir des systèmes plus coordonnés et plus intégrés. Alors là-dedans, évidemment, la qualité et l'évaluation de la qualité, pour revenir à votre question, est un point fondamental. Je dirais que les efforts des pouvoirs publics, quand même, ont été réalisés ces dernières années. Ils ne sont peut-être pas très connus, mais il y a quand même un classement à la Haute Autorité de Santé qui s'appelle SCOP, avec des indicateurs qualité. Dans les 10 dernières années, il y a eu un développement de l'évaluation de la qualité. Il faut certainement renforcer cette transparence dans le système. Il y a des questions, il peut y avoir des formes d'innovation. On voit bien, par exemple, en Angleterre, le NHS maintenant propose une sorte de TripAdvisor, c'est-à-dire que les patients peuvent exprimer leurs commentaires directement sur leur expérience, factuellement, avec un écrémage malgré tout quand il y a des formes d'insultes par rapport à tel ou tel professionnel. Ça, on n'y échappe pas, en fait, sur l'ensemble des réseaux sociaux et des médias. Dans tous les cas, j'imagine que vous connaissez ça. Bon, il y a des innovations. Moi, je voudrais juste terminer, on y reviendra, mais ce qui me frappe à l'heure actuelle, c'est au fond, c'est d'avoir un exercice, un cadre général dans lequel cette réforme structurelle de l'organisation des soins puisse se voir. Parce que c'est à la fois une question d'information, c'est à la fois une question de mode de paiement, c'est à la fois le recours aux technologies de l'information, c'est à la fois des nouveaux métiers de coordination et des compétences. Le problème, c'est de mettre en musique, je dirais, tout ça, et c'est peut-être ça qui est aussi un des enjeux à l'heure actuelle. Brice, Non, mais je crois que ce qui est particulièrement intéressant dans l'enquête, ce que moi j'ai trouvé nouveau par rapport à ce que je voyais depuis longtemps, c'est que si on sort de la logique, le système va s'effondrer, qui est quand même la grande crainte des Français,
et qu'on leur propose des leviers de réorganisation, ce dont on parle depuis ce matin, à ce moment-là, ils prennent. Et ils prennent parce qu'il y a un triple bénéfice pour eux. Il y a un bénéfice de temps, vous l'avez souligné, il est impossible pour les Français d'accepter l'idée qu'on mette autant de temps pour avoir un rendez-vous. Enfin, imaginez, avec Amazon, ils ont un bouquin en 24 heures, pourquoi devraient-ils trouver normal d'attendre 1 mois ou 2 mois pour quelque chose qui est encore plus précieux qui est leur santé? Vous êtes optimiste, hein, parfois c'est 3-4 mois. Ou 3-4 mois, oui, tout à fait, en fonction du spécialiste ou du MG. Donc, ils ont intégré cette dimension-là, qu'on peut justement retrouver du bénéfice individuel au niveau de l'accessibilité et du temps, si on retravaille les structures, la coordination, si on évite des gâchis, si on délègue davantage un certain nombre de tâches. Il y a un bénéfice du coup d'accès, qui est la promesse centrale, et puis il y a un bénéfice de qualité. Et c'est ça qui, moi je le redis, me semble absolument essentiel. Ils sont prêts à bouger pour peu qu'on leur montre qu'il y a des solutions à l'intérieur d'un système dont ils savent qu'en termes de financement, il y a des contraintes majeures. Donc il ne faut pas les bloquer en leur disant on va réduire, il faut plutôt leur montrer comment eux et l'organisation du système permet, je crois que c'est vraiment l'objet et l'utilité d'une journée comme celle-là, permet d'améliorer l'efficience, la coordination et donc d'atteindre ces objectifs en sortant de la porie qu'on avait auparavant. Il va falloir faire moins, on va voir moins. Étienne Mainvielle, ensuite Tout à fait Jean-François d'accord. Tripodi. Juste un autre point finalement bénéficiaire, c'est de retrouver des marges de manœuvre par rapport aux autres sujets, parce que dans l'introduction qui était faite, on parle de la rémunération des médecins, on parle aussi de l'innovation thérapeutique, et d'une certaine façon, on va être confronté sur les nouvelles thérapies, notamment en cancéro, à des questions sociétales, je dirais, financières et sociétales. C'est-à-dire jusqu'où on va pouvoir financer ces innovations qui ont, pour certaines quand même, sont de véritables révolutions. Et donc, si on arrive à trouver des poches économiques, si vous voulez, dans le système lui-même par la lutte contre le gaspillage, c'est aussi une redistribution de marge de manœuvre sur les autres sujets qui est assez fondamental. Oui, nouvelle pratique médicale, justement. Jean-François Tripodi. Oui, pour revenir sur l'information que peuvent attendre les patients qui sont nos assurés, ils ont besoin de pouvoir reconnaître la bonne pratique pour être bien orientés. Aujourd'hui, je crois qu'il faut être assez clair là-dessus. Il faut lever le tabou de l'évaluation. Aujourd'hui, il y a bien sûr la HAS qui fait certaines choses, etc. Mais il y a un vrai tabou. On ne veut pas reconnaître que l'établissement de proximité n'est pas aussi bon que celui qui est à 100 km et que oui, il faut faire 100 km dans certains cas, dans certaines pathologies. Ce tabou de l'évaluation et ce tabou de l'effet science qui doit être évalué, je voudrais zoomer sur les médecins généralistes qui sont sans ambiguïté la clé d'entrée et l'acteur principal du parcours de soins. Là-dessus, il n'y a aucun doute sur ce point-là. C'est qu'aujourd'hui, nous en sommes à un niveau d'aberration où une loi qui s'appelle la loi Leroux de 2013 nous interdit à nous, réseaux, de monter des réseaux avec des médecins. Et la loi était claire là-dessus. Alors, s'il y avait Il y avait une raison, probablement, non ? Je ne répondrai pas à la question. Probablement. Il y a sûrement une raison d'interdire à certaines professions de travailler en réseau, mais je crois que ça regarde aux professions à y répondre. S'il y avait une demande que je formulerais aujourd'hui par rapport donc à 2017, c'est revenons sur la loi Leroux et autorisons les réseaux comme carte blanche à mettre en place des réseaux avec les médecins généralistes et spécialistes pour le bien-être des patients dans le cadre justement d'une amélioration de la connaissance de la pratique. Qu'est-ce que ça pourra apporter donc du coup vous pourrez travailler beaucoup plus étroitement sur la qualité, sur la qualité, sur la coordination. Ce qui a été expliqué tout à l'heure sur les maisons de santé. Oui. Je le disais, qui fonctionne très bien d'ailleurs, plutôt donc, en milieu rural d'ailleurs qu'en ville. Hein. La preuve que la coordination apporte de la qualité et de l'efficience, parce que ça fonctionne bien. Nous sommes en capacité d'organiser la même chose dans un lieu non centralisé, c'est-à-dire pas une maison de santé, mais sur un territoire reconnu. Parce que effectivement, nos patients sont en attente d'informations, comme l'ont dit les Français. Les pourcentages sont là. On parle de 4 sur 10, on parle de 82%, de 80% de personnes qui attendent de l'information et de la coordination. Nous savons le faire, nous pouvons le faire. Nous avons juste besoin que les médecins veuillent le faire avec nous et que surtout la loi nous autorise à le faire, parce que la loi nous l'interdit. C'est une des pistes. Donc Jean-Louis Touraine. Oui, moi j'aimerais demander à Brice Teinturier si la même enquête, le même sondage pouvait être fait auprès des professionnels de santé. Parce que l'évolution, les réformes, l'acceptation, le désir de ces réformes ou les réticences face à elles ne sont pas forcément les mêmes chez les professionnels de santé et chez
et dans la population en général. On l'a vu s'agissant du tiers payant, s'agissant des nouvelles possibilités de prévention introduites par la loi, etc. On voit bien qu'il y a une perception différente. Et ça, c'est important parce qu'une réforme est facile à faire si elle recueille l'adhésion ou la compréhension au moins et des professionnels et du public. Si, par contre, il y a des réticences à anticiper, bon, il vaut mieux le savoir parce qu'il faut préparer davantage Vous avez raison, de telles réformes. Oui. Ma deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est que, et je rejoins ce qu'a dit Brice Ceinturier, il n'y a pas de justification à la morosité ambiante ou à une éventuelle, en tout cas, morosité, parce que, en effet, les moyens mis pour la santé dans notre pays sont importants. Je rappelle qu'il n'y a pas eu une seule année où la progression des dépenses de santé n'a pas été supérieure à l'augmentation du PIB. Donc chaque année, nous investissons plus dans notre santé. C'est bien, j'en suis satisfait et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais il n'y a pas c'est l'une des craintes, justement. Il n'y a pas le spectre à court terme de la réduction des moyens mis en place. Et deuxièmement, comme ça a été également dit, il y a des réserves d'efficience qui sont peut-être un peu moindres qu'aux États-Unis, parce que oui, les gaspillages sont plus importants dans leur système, et puis qu'ils dépensent encore plus. Ils dépensent encore plus. Oui. Ils dépensent plus. Donc c'est souvent proportionnel. Mais probablement, nos réserves d'efficience sont un peu moindres que des pays qui dépensent moins, comme la Grande-Bretagne ou l'Espagne, par exemple. Mais il est clair qu'on se situe entre les deux, et donc on a un pourcentage notable de moyens, de ressources disponibles si on est plus efficient. C'est justement l'allocation en fait, de ces ressources, tout à fait. Et l'organisation. Et puis mon dernier point, c'est dire qu'en France, et c'est une particularité de notre système, les deux piliers principaux sont l'hôpital public et les généralistes. Vous avez traité les difficultés rencontrées par les généralistes, l'adaptation nouvelle avec la mise en place des maisons, par exemple, de santé pluridisciplinaire, etc., les répartitions inégalitaires sur le territoire. Pour l'hôpital, je crois que, et là, en tant que porte-parole de la Fédération hospitalière de France, je crois que c'est important, et il faut l'accepter, que l'hôpital est quand même le lieu des innovations, des performances. C'est aussi un endroit où l'accès à tous est garanti, où le service public hospitalier a été réaffirmé par la loi récente, fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et je pense qu'on aurait tort de se priver de ce pilier important qui, en France, en particulier depuis la réforme de 58, même si ça demande à être adapté avec les temps modernes, mais ça représente quelque chose de très solide pour développer une médecine de qualité offerte à tous. Et je crois que l'hôpital qui a accepté, maintenant déjà depuis pas mal d'années, de perdre sa vision hospitalo-centrée pour développer une vision qui soit plus centrée vers le malade, est tout prêt à déléguer des fonctions extérieures, mais il est aussi prêt à pouvoir s'ouvrir sur la ville et à remplir aussi un rôle dans des missions nouvelles pour la France, de prévention, d'éducation thérapeutique, de lien avec le libéral. Oui. Brice, effectivement, sur cet item, je crois qu'il y a une question autour de ça. Hein, oui, juste avant. Sur les professionnels. On n'a pas l'équivalent de cette enquête auprès des professionnels. Oui. Et moi, je suis tout prêt à revenir l'année prochaine ou avant pour commenter une telle enquête. Avant l'année prochaine, tout à fait. Mais plus sérieusement, on a déjà dans l'enquête quand même des points où on voit bien entre les débats de ce matin et l'opinion des Français qu'il y a convergence sur des délégations, sur des organisations, sur des regroupements des cabinets. Tout cela, les Français le souhaitent, l'approuvent, ils sont favorables et ça se met déjà en place. En revanche, je vous suis tout à fait sur l'exploration qu'il faudrait faire plus fine de là où ça coince. Parce qu'il y a quand même des éléments où, du côté des professionnels de santé, et rien ne se fera sans eux, il peut y avoir des réticences, des oppositions, des désaccords. Et c'est ça qu'il faudrait probablement affiner pour davantage articuler ce que les Français sont prêts à faire et ce que les professionnels de santé sont aussi prêts à faire. Il n'y a qu'un point où moi je vois, et je l'ai déjà souligné, une résistance de l'opinion qui est forte, c'est encore une fois la question de la proximité. C'est ce résultat sur les hôpitaux de proximité, où là, il ne faut pas se le cacher, il y a un point dur. Les Français, aujourd'hui, ne sont pas prêts, en tous les cas, à accepter la fermeture d'hôpitaux de proximité ou de maternité. Les GHT vont pas améliorer ça, les groupements hospitaliers territoires.
Ouais. C'est l'espoir, c'est la possibilité, mais en tous les cas, là, l'opinion, elle est réticente. Mais surtout, Mais la proximité, Brice, vous le savez, en fait, puisqu'on évolue en fait beaucoup avec l'ensemble des technologies, on le verra tout à l'heure, elle peut être géographique et temporelle. Et évidemment, bien sûr, si on a une consultation en télémédecine immédiate beaucoup plus facilement, plutôt que de faire 500 km. En partie, mais il y a quand même une proximité physique auquel il reste véritablement attaché, qui est rassurante. Et on a beau dire, on voit bien là que les chiffres ne sont pas extraordinairement élevés, on a beau expliquer que justement aller un peu plus loin permet de gagner en qualité, cette qualité à laquelle ils sont si attachés, ça ne suffit pas pour lever cette réticence à l'égard d'une proximité physique qui serait... Vous voyez bien dans la discussion qu'au fond on attaque le sujet par différents portes d'entrée. D'un côté, l'hôpital, les groupes hospitaliers de territoire, qui sont effectivement une manière d'intégrer les soins. De l'autre côté, la possibilité d'avoir recours aux technologies d'information. La question, c'est d'avoir un peu le cadre d'ensemble. Les académiques ne sont pas toujours utiles, mais ils offrent des cadres théoriques. Et il y a des cadres théoriques quand même qui sont raisonnés à l'heure actuelle sur l'intégration des soins et qui donnent 5 composantes majeures. Je voudrais juste rapidement les citer. Oui. Le recours aux technologies de l'information, d'abord. Donc effectivement, pour des suivis à distance, avoir beaucoup plus recours aux outils connectés, au portail Internet. À Gustave Roussy, par exemple, on a le même phénomène. Et je partage votre avis sur le fait que l'hôpital est un acteur majeur de ces systèmes intégrés et qu'il ne faudrait pas le rejeter en considérant qu'il y a un hospitalocentrisme. Donc nous, on a vu nos patients, concrètement, sont plutôt, si je puis dire, satisfaits lors de l'hospitalisation, mais lorsqu'ils sortent de l'établissement et qu'ils rentrent à domicile, il y a un déficit d'information et de compréhension qui est majeur, et on essaye donc de construire un portail Internet de suivi à distance. Ah, voilà, oui. C'est revenu, c'est revenu. Non, le micro fonctionne, oui. Allez-y. Je voulais juste dire donc, 1, le recours aux technologies d'information. 2, les compétences des professionnels. Alors là, c'est un vrai débat, parce que on est entre 2 options, qui est de créer des nouveaux métiers. Donc on entend beaucoup maintenant parler de case manager, d'infirmières de coordination, mais il y a un petit paradoxe, c'est-à-dire que c'est quand même un surcoût. Donc si on commence par créer des nouveaux métiers, si vous voulez, alors qu'on cherche de l'efficience, et l'autre option qui est plus idéale, c'est de réformer d'une certaine façon les professions existantes. La collègue pharmacienne de ville évoquait par exemple le rôle potentiel qui est majeur. On est en train de découvrir en oncologie ce sujet du suivi des thérapies orales. Le pharmacien de ville potentiellement peut avoir un rôle majeur concrètement lorsque un patient vient renouveler son ordonnance et ses médicaments en ville. Formation qui n'est pas gagnée. Moi, je suis un médecin de formation. J'ai jamais eu 1 heure de formation à la coordination et au travail d'équipe. Je voudrais juste faire une petite incise là-dessus. Il y a pas mal de travaux qui existent. À l'heure actuelle, il y a un sujet qui occupe pas mal les chercheurs en gestion. C'est la victoire de Leicester dans le championnat d'Angleterre. Je ne sais pas si vous avez suivi en football. Excusez-moi pour la référence. C'est l'Euro de football en France. Et là, vous nous emmenez en Angleterre avec Leicester qui est au nez et à la barbe de tous les... Mais je vais revenir en France, vous allez voir. Tous les grands champions s'est imposé. Oui. Leicester est un sujet qui pose une énigme en termes de management. Et The Economist s'est penché dessus ces dernières semaines. C'est une équipe qui est composée de joueurs qui ne sont pas des vedettes. Non. Un entraîneur qui était plutôt... Changez le micro tout près de vous. Un entraîneur qui était plutôt, je dirais, sur le déclin et qui n'avait pas de titre majeur. Cette équipe a tenu, et quand on a demandé pourquoi elle a tenu, c'est cet esprit d'équipe et cette cohésion qui est ressorti, et le fait qu'il n'y avait pas d'ego développé. Je pose la question d'une manière peut-être un peu directe, est-ce que les médecins français ont des égos qui ne sont pas trop développés ? Vous pouvez, et voilà, je voulais revenir sur le cas français d'Ibrahimovic. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais vous savez qu'une des réserves qui a été formulée sur Ibrahimovic, c'est que sans doute il attire trop le ballon à lui et que d'une certaine façon la coopération et la cohésion d'équipe est peut-être limitée par ce biais. Et visiblement dans le choix du recrutement, ce facteur a joué. Tout ça pour dire, vous voyez dans ces analogies, que la question se pose à l'heure actuelle, comment des médecins, des infirmières, des pharmaciens de ville vont accepter, avec de la distance physique, de travailler ensemble. Je crois que ça a été cité sur la notion de confiance, sur le fait que les gens soient dans des lectures beaucoup plus horizontales. Il y a un enjeu très fort. Je terminerai sur les
3 autres points, mais je les développerai peut-être un peu plus tard, après, si vous voulez. oui. Engagement du patient, ça je crois qu'il y a un enjeu très clair. Et puis aussi l'accompagnement, l'action publique avec les nouveaux modes de paiement. Oui, on verra. Merci pour la petite incise sur le football, effectivement, vous avez suivi bien l'actualité. Brice? Moi, je ne suis pas un spécialiste du football, mais en revanche, je voudrais poursuivre ce point-là qui a été dit. Il y a beaucoup de travaux qui ont été menés par KU, Calgan et d'autres sur les leviers de défiance et les leviers de confiance. Et incontestablement, la culture de la coopération n'est pas assez développée en France, au bénéfice d'une culture de la compétition qui est préjudiciable à l'efficacité. Et tout ce qu'on évoque là, et tout ce que les Français petit à petit intègrent, c'est cette idée qu'il faut développer cette coopération, lisser parfois la verticalité ou les codes d'honneur ou les cultures de compétition, et que c'est comme ça qu'on retrouvera de l'efficience. Alors c'est en train de bouger, mais plus lentement, parce que ce n'est pas notre culture historique initiale, plus lentement que ce qu'on a dans d'autres pays, et c'est essentiel. Juste d'un point, Jean-Louis Touraine, aller plus loin et être un peu provocant, j'ai vu qu'il y avait un problème de management dans la fonction publique, d'une façon générale. Est-ce que ça concerne également, selon certains rapports, ça concerne l'hôpital? Forcément, on doit toujours revoir. Hein, je pense que cette évaluation, en tout cas, est très importante. Et la difficulté est de trouver ce juste milieu où on garde quand même ce désir de performance et d'émulation qui est quand même nécessaire, mais on associe davantage l'ensemble des acteurs et on fait en sorte qu'il n'y ait pas cette impression que certains sont trop vassalisés, écrasés par d'autres et en définitive ne sont pas suffisamment performants parce qu'ils ne sont pas assez responsables et assez mis en valeur. Donc je crois que c'est un point très important. J'ajoute que dans tout ce qu'on discute ici, on voit bien qu'on est quand même assez fiers d'avoir un système de santé qui a tous les défauts qu'on peut imaginer, mais qui, globalement, en se comparant à d'autres pays, tient la route. Et dans les défis que l'on doit affronter, on a indiqué qu'on doit lutter contre les inégalités territoriales, autant d'ailleurs dans le secteur libéral que dans certains secteurs hospitaliers. C'est tout l'enjeu des groupements hospitaliers territoires. On voit qu'on est déjà pas mal situé en termes de lutte contre les inégalités d'argent, puisque tout le monde peut en définitive avoir accès à des soins, même s'il y a encore des choses à faire dans ce domaine, mais ces dernières années ont été améliorées, l'accès plus égalitaire à la santé. Mais il y a le troisième aspect, moi, qui me préoccupe, c'est l'inégalité culturelle. Elle a été évoquée déjà à plusieurs reprises. Suivant la connaissance que l'on a, chacun d'entre nous ici est favorisé, parce que si on a telle ou telle pathologie, on saura où s'adresser sans perdre de temps. Par contre, Monsieur Durand, qui ne connaît pas le système de santé, qui n'a pas d'amis spécialistes, va mettre des mois avant d'aller au bon endroit. Ouais. Et c'est une perte de chance. Ouais. Et cette inégalité culturelle qui existe déjà ne risque-t-elle pas de s'aggraver avec la mise en place des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui laissent de côté un certain nombre de personnes. Donc ça peut en même temps aider à le corriger. Voilà, mais ça peut être effectivement... mais certains n'ont pas un accès aussi facile à ces moyens d'information. Et donc je crois qu'il est très très important qu'on n'oublie pas que même si on veut solliciter la vie performante qui se situe à 500 km par e-médecine ou autre moyen, par contre, il faut qu'il y ait un acteur proche avec un contact physique. Et je crois qu'il faut toujours penser à ne pas déshumaniser cette médecine, même si on lui donne une technicité plus moderne. Jean-François Tripodi et Étienne Mainviette. Oui, je partage à 100%. Effectivement, il y a un vrai besoin, et tout à l'heure je suis exprimé sur la façon dont nous aidons nos assurés. La réponse à la proximité, c'est à notre sens le avant et après l'hôpital. Quand on est à l'hôpital, en général, hôpital privé, public, clinique, je prends tout ensemble. L'encadrement est fait, l'organisation est faite, le parcours de de l'hôpital est géré. Après, plus efficient, moins efficient, c'est autre chose. Avant l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? C'est le médecin généraliste qui est la clé d'entrée. Pour nous, c'est primordial. Pourquoi? Parce qu'il faut être clair. Le médecin généraliste oriente vers un spécialiste et le spécialiste oriente vers l'établissement. Ça se passe comme ça. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de généralistes orientent sur un spécialiste sans avoir justement une connaissance précise derrière de l'efficience, c'est un mot auquel je tiens, qui va arriver derrière dans l'établissement. Donc, notre volonté, c'est d'aider le généraliste autant que possible dans le choix qu'il va faire pour ses patients, dans l'orientation qu'il va donner sur le spécialiste qui va mener lui-même l'établissement.
Et le point important, c'est après l'hôpital aussi, c'est dans le non-retour à l'hôpital, très, très concrètement, puisque tout le monde a y gagné, l'établissement a y gagné parce que c'est une charge de travail qu'il va éviter, le système complet a y gagné en termes d'économie, et le patient a y gagné parce qu'il est mieux chez lui, ça a été dit en introduction. Là aussi, on a beaucoup à faire parce qu'in fine, qui se retrouve devant le patient en sortie de l'hôpital, ce n'est pas le spécialiste, c'est encore le généraliste. Ouais. Avec autour de lui, effectivement, de l'organisation qui doit se monter parce qu'il n'est pas tout seul, mais c'est aussi la clé principale d'accès. Étienne Mainvielle, oui. Non, moi je voulais dire sur l'inégalité, c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais le recours aux technologies, nous on a mené une étude qui vient en fait confirmer une tendance forte quand même dans la littérature à l'heure actuelle, c'est que les technologies de l'information et cette fameuse fracture digitale s'estompent. Nous, on a mené une étude sur 1000 patients en consultation à Gustave Roussy, de 7 à 87 ans. Les patients utilisent Internet et sont en demande des outils connectés. Je crois que ça confirme d'ailleurs un des points de votre sondage. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des cumuls de défaveurs, mais je pense qu'on est quand même dans une tendance forte où le recours à Internet ne doit pas être freiné par cette idée qu'on laisserait sur le bord de la route une partie de la population. Par contre, on va certainement avoir un sujet qui est la personnalisation, qui est une tendance dont on ne parle pas beaucoup, mais qui d'une certaine façon est en train de pénétrer le secteur de santé comme il a pénétré d'autres secteurs, et qui va être d'essayer de définir, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des critères vis-à-vis desquels, sur les patients, vis-à-vis desquels les réponses organisationnelles ne seront plus les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a où le suivi sera beaucoup plus rapproché que d'autres où, d'une certaine façon, le suivi peut être à distance selon des pratiques normales. Je voudrais terminer juste sur mes points sur le modèle. Oui. Donc, les technologies de l'information, l'engagement du patient, les compétences et les métiers. Il y en a deux autres encore. L'évaluation, vous l'avez évoqué. L'évaluation d'abord des designs. Moi, je voudrais simplement souligner. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'initiatives se lancer au nom de la coordination, formidable, mais d'une certaine façon, il faut se méfier aussi d'une anarchie qui peut se développer. Je vous donne une anecdote qui est citée dans le New York Times il y a 15 jours. Des patients dans un hôpital très de pointe aux États-Unis reçoivent le lendemain de leur sortie dans l'après-midi 4 coups de téléphone de 4 personnes qui se présentent comme des infirmières de coordination, qui sont issues en fait de 4 programmes différents du même hôpital, mais qui ne se coordonnent pas entre eux. Et ces 4 personnes posent la même question: comment allez-vous, monsieur ou madame? Et le patient, au 4e appel, non, il stresse. Ouais. Parce qu'il a le sentiment qu'on lui cache quelque chose. Et donc, peut-être qu'il revient à l'hôpital juste pour ça. Donc, vous voyez, en fait, le vrai problème qu'il peut y avoir si on n'évalue pas aussi à commencer le design des projets. Il y avait un suivi, là, en l'occurrence, oui. Mais je voudrais terminer sur le dernier point, qui est l'action publique. Je crois que d'abord, il ne faut pas jeter, si vous voulez, la critique trop fortement sur toutes les actions publiques qui sont menées. Je crois que les acteurs publics, les pouvoirs publics ont conscience de ça. Nous sommes dans un pays qui a par tendance une visée centralisatrice, et c'est sans doute un problème par rapport à ces questions de coordination et de terrain. Mais je voudrais juste terminer par 2 choses. C'est que, d'abord, je pense qu'aujourd'hui, on voit la crème, si vous voulez, participer au débat, c'est-à-dire ces fameux 20% d'une certaine façon d'initiatives, de pionniers. Alors, il faut les reconnaître. Moi, j'ai été très sensible aux propos de la table ronde précédente sur le forfait qui n'a pas du tout été revalorisé depuis 13 ans. Il faut soutenir ces initiatives locales. Je dirais que les démarches des actions publiques ne sont pas toujours très préparées à ça, pour accompagner, pour être en accompagnement. Ah, mais l'autre, c'est bon. Non, c'est bon. Vous pouvez poursuivre. L'autre point, c'est que nous sommes à 20% d'initiatives locales. Ça a été dit pour les maisons de santé pluridisciplinaires. Ça veut dire qu'il reste 80%, si vous voulez, de réformes à développer sur sans doute des professionnels qui sont moins pionniers et moins promoteurs, si vous voulez, du changement. Allez-y. Oui, vous pouvez continuer. Pour terminer, juste pour dire, c'est là où sans doute l'action publique a aussi un rôle, par les groupes hospitaliers de territoire, et je voudrais terminer par les nouveaux modes de paiement. Alors les nouveaux modes de paiement, c'est effectivement le point clé. On parle de paiement à la coordination, de paiement à la qualité. Je vous donne juste un chiffre. Aux États-Unis, ils sont dans ce type de réforme comme nous, engagés depuis à peu près la même période. Ils ont décidé, Medicare, Medicaid, l'équivalent de la sécurité sociale, avec une couverture un peu moins grande en termes de dépenses de ressources, que pour fin 2018, 50% des modes de paiement des professionnels hospitaliers ou médecins spécialistes et généralistes et autres professionnels sera fondé sur du paiement à la coordination ou du paiement à la qualité. C'est-à-dire qu'il y a un changement
très important sur le mode de paiement. Pour vous donner un chiffre équivalent, sur la ROSP qui est en débat à l'heure actuelle, on est à peu près à 8% en France, donc ce paiement qui est un paiement à la qualité. Et pour avoir participé avec le ministère de la Santé et l'HAS au développement du paiement à la qualité dans les hôpitaux, on est à 0,5% en complément de la tarification à l'activité. Donc vous voyez les ordres de grandeur, on a là-dessus certainement un grand chantier. Oui. Autre chantier, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est la simplification aussi probablement administrative dans les hôpitaux. Vos questions, vos réflexions. Il y a le ministre Claude Évin qui nous fait l'honneur d'être là, qui, j'imagine, a une réflexion ou une contribution à ce débat. Bonjour. Oui, bonjour. Quelques mots alors, mais il y a effectivement beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais eu envie de réagir. D'abord peut-être, en effet, et cela a été évoqué par Brice Teinturier tout à l'heure, je crois qu'il est important pour prolonger les analyses qui sont portées aujourd'hui, c'est de regarder où est-ce que ça bloque. Bon, non pas pour stigmatiser les rigidités dans notre système, mais pour bien identifier là où il faut effectivement sans doute travailler. Dans la table ronde précédente, on a par exemple évoqué la question du règlement arbitral. Il faut savoir que s'il y a un règlement arbitral qui est intervenu et qui ne donne sans doute pas satisfaction à l'ensemble des professionnels, c'est parce que la négociation conventionnelle n'a pas abouti. Et c'est un des éléments sur lequel il faudra effectivement reprendre, ce qui est par exemple le rôle, on est en pleine actualité et on peut y revenir sur la question du financement de l'ambulatoire notamment, mais par exemple la question du jeu conventionnel dans notre pays. Est-ce qu'on le fait bouger? Est-ce qu'on le fait évoluer? Est-ce qu'on se donne des capacités de négociation au niveau régional? Et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais réagir. La question de la proximité est en effet une question très très importante, mais il faut pour ça que l'on puisse avoir des démarches territoriales. Alors les groupements hospitaliers de territoire ne sont pas non plus la panacée universelle en la matière, ils concernent les hôpitaux publics. Or si on veut garantir la proximité, il faut qu'on arrive à construire effectivement au niveau territorial cette coordination qu'on évoque de manière assez générale, qu'on puisse l'organiser entre les différents acteurs. La notion de service territorial de santé n'a pas prospéré pour des raisons diverses sur lesquelles je ne m'étends pas, mais la question de comment on donne à la population la perception et une organisation dans laquelle elle a confiance dans des territoires, c'est absolument nécessaire. Et par exemple, pour ça, un des enjeux, c'est comment on a un système dans lequel on laisse effectivement au niveau régional et à l'intérieur des régions une capacité de négociation de notre système. Aujourd'hui, on a un système qui est très national. Je reviens sur la convention qu'on évoquait. La convention reste à un niveau très, très national. Or, on a progressivement conduit, je vais parvenir avec Gérald Kerziek sur une polémique sur la technocratie dans les agences régionales de santé, ce n'est pas le sujet. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a une capacité d'organiser une négociation entre effectivement une représentation de l'État et de l'assurance maladie et les professionnels. On a par ailleurs créé des unions régionales des médecins, enfin des professionnels de santé, des URPS, qui représentent les professionnels dans les régions. Comment on fait vivre cette organisation régionale? Parce que si on veut apporter une réponse de proximité, si on veut avoir une organisation qui s'adapte à des réalités territoriales différentes, et à l'intérieur des régions, les territoires sont aussi différents. Pour avoir dirigé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, c'est certes 20% de la population française, mais entre l'organisation des soins à Paris et l'organisation des soins en Seine-et-Marne ou en Seine-Saint-Denis, c'est complètement différent. Quelle est la capacité que l'on se donne de pouvoir effectivement organiser dans une relation conventionnelle, dans une relation contractuelle au plus près des territoires, cette relation entre une administration qui est sans doute très technocratique d'une manière générale, mais ça ne suffit pas de le dire, comment on débloque cette situation, et les professionnels qui ont aussi une visibilité très, très proche des besoins de la population. Voilà des pistes qu'il faut effectivement, à mon avis, approfondir si on veut sortir des incantations que l'on peut effectivement facilement formuler. Merci effectivement pour cette réflexion et c'est ce que l'on disait dans la table ronde précédente, ça part aussi bien souvent de la bonne volonté locale, de l'humain pour engager des réformes à la fois de structure et puis d'organisation. Il y a encore quelques réflexions, oui? Oui, bonjour. Jacques Fiorentino, donc moi je suis consultant. Je m'étonne, j'ai bien compris qu'il y aurait plusieurs débats, mais je m'étonne qu'on n'ait pas abordé quelque chose qui est quand même à l'origine, c'est probablement
ma formation de pédiatre qui me fait penser à ça, c'est qu'on ne parle absolument pas des études de médecine. Je pense que quand on regarde le fait que, par exemple, les médecins qui s'installent restent collés à leur CHU, quand on voit le taux absolument délirant en France de spécialistes par rapport au nombre de médecins généralistes, quand on voit la frustration aussi qui est celle des médecins qui se rendent compte qu'ils ont quand même un rôle médical, mais surtout un rôle social auquel ils ne sont absolument pas préparés, l'hospitalocentrisme de la formation est un vrai problème. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure avec Gérald ça Kirchberg, mériterait effectivement, je dirais... C'est un débat en tant que tel. C'est un débat sûr. en soi, et je pense qu'il y a là, je dirais, l'origine de certains mots sur lesquels il faudrait effectivement avancer. Oui, probablement, effectivement, c'est une piste aussi. Jean-Louis Touraine. Oui, c'est un point important, et c'est effectivement par la formation initiale et puis continue, mais par la formation des médecins qu'on modifiera l'évolution des répartitions entre les différents modes d'activité. Et là, la question techniquement est d'améliorer encore davantage, elle est bonne actuellement, mais elle peut être encore meilleure, les relations entre le ministère de la Santé et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il faut qu'il y ait vraiment une intégration, il faut qu'il y ait une structure qui, en permanence, entre ces deux ministères, élabore les modifications de la formation en respectant les deux ministères, puisque c'est effectivement souvent ici que, à la frontière entre les deux ministères, doivent être discutées, parfois longuement, telle ou telle nécessité de nouvelles formations. Donc là, je crois que vous avez tout à fait raison. On a tous listé toute une série de choses qui font déficience dans la formation des médecins, ou qui sont mal répartis, surtout en fonction de leurs besoins ultérieurs d'exercice. Et donc je crois qu'effectivement, là, il y a un gisement important. Je voudrais aussi répondre à Claude Évin, qui connaît mieux parce qu'on a plusieurs mieux que questions, quiconque ce sujet, mais on voit bien dans notre pays où il faut concilier en même temps une tradition un petit peu jacobine et puis un besoin d'une organisation spécifique dans chaque territoire, et qui est vraiment un des enjeux importants aujourd'hui. La solution qui en France est probablement la plus accessible, c'est de développer des expérimentations. Tout à l'heure, la Normandie en a montré un exemple, mais beaucoup d'autres peuvent se développer. Ça fait moins peur dans notre tradition centralisatrice de dire on expérimente dans telle région une nouvelle formule de tarification, de lien entre les libéraux et les hospitaliers, etc. etc. Donc, et ensuite, quand l'expérimentation donne des résultats très positifs naturellement, elle aura tendance à s'élargir et à être l'objet d'inspiration par d'autres régions. Mais je crois que c'est comme ça qu'on peut sortir, parce que sinon, quand on veut réformer les aspects régionaux sur tout le territoire, on se heurte à beaucoup de réticences. Si on dit telle ou telle région sont volontaires pour un nouveau mode, alors on fait l'expérimentation. C'est une autre piste, effectivement, de passer par l'expérimentation au niveau territorial. Oui, allez-y. Est-ce que... Ça marche pas? Oui, si, ça marche. Oui, allez-y. Yves Agide, je voulais vous féliciter. Vous dites réformer, bravo, réformer par l'innovation, c'est encore mieux, cher Étienne. Mais ça a un coût. Est-ce que vous avez réfléchi à la manière de limiter un certain nombre de pratiques qui sont devenues obsolètes et de limiter, éventuellement supprimer un certain nombre d'examens complémentaires qui n'ont plus de sens? Étienne Mainviel. Oui, c'est tout à fait, je crois, l'esprit de ce qu'on a évoqué. C'est-à-dire, c'est d'aller travailler beaucoup plus en profondeur. Ce n'est pas un exercice facile. Je crois que c'est ce que vous voulez aussi souligner dans votre question. Oui. C'est-à-dire que quand on dit gaspillage, quand tout à l'heure j'évoquais par exemple 30% de gaspillage, donc 15% liés à des pratiques injustifiées, quand on commence à rentrer dans vraiment la mécanique fine, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a certainement des évaluations à développer sur le fait de comprendre ce qu'on appelle la part évitable, qui est cette grande notion maintenant, que ce soit des réadmissions hospitalières. Vous savez, juste une anecdote, aux États-Unis, ils ont introduit une pénalité sur les taux de réadmission les plus élevés sur un jeu de maladies chroniques. Ça a déclenché un schisme terrible, parce qu'en fait, la réadmission n'est pas forcément un marqueur de mauvaise performance hospitalière.
Mais une fois qu'on a dit ça, il faut le voir d'une manière assez progressiste et positive. Il y a des outils qui existent maintenant, vous connaissez bien, par exemple, Choosing Wisely est un système où les médecins généralistes commencent à définir la pertinence d'avoir recours à l'hôpital. Bon, sur une liste de critères. C'est peut-être pas fameux, mais ça commence à rentrer, si vous voulez, dans les mœurs. C'est cet esprit de coordination, en fait, et je voudrais en profiter pour terminer. Je crois qu'il faut avoir une vision très positive quand même de la dynamique humaine locale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, nous on est très frappés dans tous les séminaires qu'on organise à l'École des hautes études en santé publique, sur le territoire français, il y a énormément de personnes qui innovent en fait sur l'organisation, sur la coordination. Donc il y a un mouvement de fond, si vous voulez, sur lequel on vit une époque aussi formidable avec la révolution technologique. Il faut miser là-dessus, et je trouve que l'action publique de ce point de vue-là devrait vraiment évoluer pour pouvoir être plus en accompagnement. Oui. Merci pour cette table ronde. Jean-François Tripodi, Étienne Mainvielle. Juste, vous voulez... Antoine Leveneur, donc vous étiez à la table ronde précédente, oui, médecin généraliste en Normandie. Je voulais dire une remarque à M. Evin et à M. Touraine, complètement d'accord avec vous. Il faut un niveau, alors qu'HPST a prévu avec les ARS un niveau de gouvernance régionale, finalement, eh bien, on souhaite en région des marges de manœuvre plus importantes que le FIR. Et quand il y a un ONDAM national, on pourrait imaginer une part d'ONDAM régionale. Mettons un ONDAM à 80% national et un ORDAM à 15 ou 20%, par exemple. Et ça, c'est intéressant pour les acteurs de terrain, pour les mobiliser dans la rénovation du système qu'on évoquait. À M. Parodi, ou M. Tripodi, pardon. Tripodi, oui. Excusez-moi. J'ai bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit, nous, on est prêt à aider les médecins généralistes. Ce sont les pivots du système de santé. Du reste, c'est la loi de 2004, et donc il n'y a pas de problème là-dessus. Sachez, monsieur, que les médecins généralistes ne sont pas très pressés de vous voir arriver pour qu'ils soient aidés par des réseaux mutualistes. Il ne faut pas confondre coordination des soins et réseau mutualiste, hein, ce serait presque abusif. Or, dans votre discours, on a l'impression que vous aviez fait un parallèle, enfin qui n'était pas un parallèle, mais que ça se rejoignait. Et donc, moi, je vais aller dans la provoque juste un petit peu plus loin. Vous savez qu'un des enjeux de la Convention nationale aujourd'hui, c'est quand même bien de savoir si on dégage des marges de manœuvre pour ce qui est forfait structure ou coordination ou tout ce que vous voudrez. Eh bien, moi, je vous dis, monsieur, président de l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie, sur l'ancien territoire Basse-Normandie, j'ai 40 pôles de santé qui regroupent de 20 à 60 professionnels. Et donc, sur ces territoires-là, on représente 100% de l'offre de soins de premier recours. Isigny-sur-Mer, 35 professionnels de santé, 100% de l'offre de soins. Vous êtes un payeur de soins, et pour illustrer le propos et aller de façon provocatrice jusqu'au bout, avec une consulte à 23 aujourd'hui, vous la mettez à combien pour qu'on deal avec vous demain? Ah, voilà, Jean-François Tripodi. Juste pour rappeler que les payeurs complémentaires ne sont pas acteurs dans la négociation de la convention médicale. Oui. Et la question, il faut la poser à qui de droit. Oui, absolument. Et toutes les solutions, tous les acteurs, effectivement, ont leur mot à dire dans cette construction de la santé de demain. Merci pour cette table ronde.